Bienvenue dans notre 4e saison de DevDevDev.net. Et pour ce 72e épisode, je reçois Clément Sagnier, freelance chez Digital Craft et spécialiste des technologies .NET, qui nous parlera des nouveautés de .NET 10 concernant les tests d'intégration. Jérémy Janson, Microsoft MVP catégorie développeur technologie, auteur du blog bugshunter.net, continuera sur les tests avec un retour d'expérience sur Microsoft Test Platform. Gérald Barré, Microsoft MVP catégorie développeur technologie et auteur du blog businessyourtool.net, enchaînera en nous montrant comment créer son propre Microsoft.NET SDK et les avantages d'agir ainsi. Puis Laurent Campé, Microsoft MVP catégorie développeur technologie, team leader et distinguished solution architect chez Teamboo, présentera SpecKit, un outil de GitHub qui crée vos apps à partir de spécifications. Et enfin, Michel Perfisti, CTO chez Selenza et MCT Azure et DevOps, nous parlera de Azure App Configuration et de ses possibilités de feature flipping. Bref, DevDevDev.net, saison 4, épisode 72, c'est parti! Donc pour ce premier sujet de cette table ronde de septembre 2025 de notre saison 4, nous avons Clément qui va nous parler de .NET 10 et de ce qui change dans les tests d'intégration, c'est-à-dire quand on passe de test serveur à Kestrel. Pardon. Tout à fait. J'ai juste dans la présentation. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. J'en ai parlé d'ailleurs sur le dernier épisode, quand on a fait le retour sur la build. Il y avait quelque chose qui m'avait interpellé, et notamment sur la partie test d'intégration, où en .NET 10, Microsoft voulait faciliter le démarrage d'un serveur en mémoire. Alors, on va dire en process, en mémoire, parce que justement on va voir les différences, et du coup tout ça pour simplifier effectivement les tests d'intégration, et notamment avec les tests d'intégration avec Playwright par exemple, qui vont permettre de lancer l'application en arrière-plan et de pouvoir directement appeler cette application, faire les tests et fermer l'application par la suite, que ce soit des API, mais aussi des applications web app comme Blazor. Et du coup, ça permettra à terme d'éviter certaines problématiques qu'on pouvait avoir si on voulait vraiment faire du test d'intégration avec Playwright. C'est par exemple, dans une CI/CD, de lancer un déploiement d'une version de test en Docker ou sur Azure, tester cette version, et par la suite, du coup, soit supprimer le déploiement ou la laisser dans une version de test. Là, au moins, on pourra directement avoir accès à une vraie web application démarrée en tâche de fond qui permettra de faire tous les tests. Alors, À savoir que techniquement, c'est déjà faisable. c'est Moi, ça. j'avais des blog posts par le passé pour expliquer comment le faire. Juste, c'était pas Ouais, tout à fait. trivial. C'est ça, c'est exactement ça ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'effectivement on peut le faire, hein, je vais vous montrer, mais on peut le faire, mais effectivement c'est pas trivial. Ça peut être parfois un peu compliqué. Des fois, si on veut vraiment avoir un vrai serveur, il faut qu'on modifie le startup ou l'app ou le programme pour avoir accès à certaines configurations. Et du coup, c'est toujours la même histoire, c'est que quand on fait des tests d'intégration, on n'a pas envie de changer le code de prod pour justement faire ces tests. Donc du coup, l'objectif finalement, c'était de pouvoir s'abstraire de tout ça, et vous allez voir comme quoi Microsoft a réussi à faire un peu de magie. Alors la première chose qu'on pouvait faire avant .NET 10 sur .NET 9, c'est directement d'utiliser le Use Test Server du builder de la web application. Et ça, en fait, ça lançait en mémoire directement l'application, et du coup, on peut facilement aller chercher des applications, des routes. Alors là, c'est vraiment un test vraiment très basique où on rajoute directement la route et on va la chercher après pour faire du minimal endpoint. Du coup, ça permet d'avoir quelque chose en mémoire. Alors c'est vrai que ça peut être intéressant quand on va tester peut-être des API. Si on veut aller vérifier on va dire pas de la route jusqu'au serveur, mais par contre, si on veut tester vraiment un appel HTTP, forcément là, ça
ça va moins marcher. En fait, on va être bloqué avec ce type de. Ensuite, en fait, on a eu la Web Application Factory qui fait partie du du package ASP.NET Core Web App Test, et elle qui va permettre en fait d'aller un peu plus loin, toujours en mémoire, de pouvoir monter vraiment un client HTTP. Seulement, on n'a pas vraiment cette notion d'appel HTTP. On reste dans les briques de Microsoft, mais on peut éventuellement avoir un client avec certaines propriétés et attendre toutes les réponses. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait faire. Ça peut faire du test d'intégration assez basique, mais parfois, on a des besoins qui vont un peu plus loin. On a vraiment besoin de lancer un serveur HTTP et de faire des vraies requêtes HTTP parce qu'on veut voir comment se comporte le serveur. Donc c'est là où ce que disait Gérald justement, c'est que on peut éventuellement monter un serveur HTTP, donc le builder, le configurer pour utiliser une URL spécifique. Donc là, c'est 5010 par exemple. Et puis après, il fallait rajouter tout ce qui était start, récupérer l'adresse, ajouter l'adresse au client HTTP pour que dans le code, on puisse le lancer. Et ça, en fait, alors ça fonctionne hein, si on le lance, sauf effet démo. Mais voilà, ça fonctionne. On peut lancer directement le client HTTP. La seule problématique, c'est que quand on veut faire ce genre de choses, eh ben, en fait, on va être obligé de rajouter des informations dans la partie build app pour qu'on puisse aller directement configurer. C'est-à-dire que sans cette partie build app, si vous voulez une minimal API, par exemple avec ce type directement de programme.cs, mais en fait, on ne peut pas. On est obligé de rajouter la partie programme et on est obligé du coup de rajouter un build app qui va nous permettre de l'appeler pour le configurer, pour lui dire ah, là, tu es en version test. Donc, du coup, en fait, je te donne cette configuration qu'on a dans ce test, en lui disant on veut cette URL parce que c'est celle qu'on veut utiliser. Sachant qu'on peut utiliser le port 0 pour que ce soit peut-être plus libre si on est sur une application. Voilà. Mais du coup, ce n'est pas forcément évident et on a toujours cette problématique. Et donc, c'est là que lors de la build, même un peu avant d'ailleurs, lors d'un setup, Microsoft a commencé à parler d'une méthode qui va permettre de lancer directement un serveur Kestrel et de pouvoir récupérer ces informations en moindre effort. Et donc, je vous présente ces deux nouvelles lignes qui sont comparées à celles qu'on a vues. Donc, on a toujours une Web App Factory. Donc, le Web App Factory, c'est toujours une Web Application Factory qui va sur le programme, hein, toujours la même chose. On peut configurer son host pour avoir accès à des services. Mais toujours est-il que grâce à ça, en fait, on va avoir deux nouvelles directives. Le use Kestrel, qui va nous permettre de lui dire d'utiliser Kestrel, et on a toute une série forcément de méthodes, on va pouvoir d'arguments, le port, on a accès à toutes les options si on veut rajouter des options, et finalement juste un Blazor Web App Factory avec un start server. Et ça va lancer le serveur directement. On n'a pas forcément besoin d'autre chose de base, ça va lancer le serveur, et du coup on va pouvoir loader une page. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, autant ici, je parlais dans les autres tests, je parlais d'une API. Ici, en fait, je vais parler d'une vraie application Blazor qu'on va vouloir aller chercher des informations dedans pour voir si on a bien le service qui est appelé, si on a bien le titre qui est mis. Et donc, on va pouvoir faire des vrais tests, notamment avec Playwright. Ici, dans ce test, j'utilise Microsoft Playwright XUnit. Et on va voir que finalement, si je lance le test, et derrière on a la vraie application en fait qui va se lancer. Et donc là on est vraiment sur une application en arrière-tâche qui se lance et qui va nous permettre de faire des tests. Et c'est beaucoup plus simple à mettre en place.
on a 2 lignes de code et on va pouvoir utiliser tout ce qui est Playwright et éviter certaines problématiques. Comme je le disais tout à l'heure, ça m'est arrivé très souvent, et notamment dernièrement, d'avoir des applications, quand il fallait la déployer sur un environnement de test, c'était 6 minutes. Donc quand on avait 5 ou 6 API à tester, bah forcément on multiplie et on peut avoir ce genre de soucis. Donc du coup ici, on va pouvoir lancer directement l'application, l'API, et ça va nous permettre de faciliter les tests, même comment dire, pendant qu'on fait peut-être du TDD ou ce genre de choses, même si les tests d'intégration ne sont pas forcément utilisés pour faire du TDD, ben on va pouvoir le lancer sans être obligé de dire je lance d'un côté mon API et après je lance de l'autre, enfin en local, mon API en local, et après je lance les tests d'intégration comme on pouvait le faire à une certaine époque pour se faciliter la vie et éviter voilà, de faire trop de configuration et de changer trop de choses dans le programme sans cesse. Et ça, c'est. Jérémy, tu veux Ouais. dire, tu veux Ouais, dire quelque chose? il y a aussi un gros avantage, enfin, moi j'ai déjà constaté parce que je l'ai testé en parallèle, donc j'ai les applications .NET 9 en prod et je les prépare à .NET 10. Mmh. Il y a des middleware aussi qu'on peut utiliser. Quand on a mal, on peut pas utiliser même avec la Web Application Factory. Tout à fait. Je pense entre autres à l'authentification Windows. Si vous voulez vraiment faire des tests, ça Ouais. va être compliqué. Là, on peut enfin le faire. On n'est pas obligé effectivement d'avoir des fixtures pour bidouiller la Web Application Factory pour activer, désactiver les fixtures. C'est quand même plus sympa. Et j'avais trouvé assez bluffant au final dans la build, hein, juste il en a parlé 5 minutes, et moi j'ai trouvé justement, en plus j'étais dans ces problématiques de tests d'intégration, et du coup je me suis dit mais finalement c'est super parce que ça va permettre vraiment de tester, et notamment avec Playwright, parce que c'est vrai que ça nous facilite les tests d'intégration, et du coup là le fait de pouvoir lancer directement le serveur orchestral, on n'a plus besoin de se poser des questions, est-ce qu'on a payé lancer ou pas, ou ce genre de choses. Alors moi ça c'est beaucoup plus efficace, et la seule limitation que je n'ai pas encore testée malheureusement, c'est est-ce que par exemple dans GitHub ou dans Azure DevOps, dans les pipelines, est-ce qu'on va pouvoir lancer ce genre de feature. C'est quelque chose qu'il faut que je teste prochainement pour voir si on peut l'utiliser et ne pas être bloqué, parce que effectivement, si au final dans une CI/CD on est bloqué, notamment en SaaS, on est bloqué, c'est vrai que ça perdrait un peu de son utilité, mais au moins peut-être que déjà quand on fait du développement local, au moins on peut lancer en local, et ça marche vraiment bien. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question, c'est est-ce que dans le CI/CD ça fonctionne? Jérémy, tu l'as peut-être testé, non, toi? Moi, j'ai déjà joué un peu avec des solutions similaires à une époque et c'est ce qui m'a convaincu de rester sur l'hybride, par rapport à mes builds et tout ce qui est intégration. Parce que justement, on peut souvent jouer avec le service qui est amené à exécuter tout ça. Alors que quand c'est par exemple sur du GitHub, du GitLab Ouais. ou sur Azure DevOps Ah ouais, c'est en ça. ligne tout seul, tu Mmh. n'as pas de contrôle sur l'agent. Parce que toi, Mmh. si tu le fais on-prem, sur du Linux ou du Windows, hein, c'est la même chose, on peut vraiment piloter finement. Moi, je me rappelle par exemple, un truc qui était proche, hein, on utilise vraiment les choses qui sont sur le système, c'est pour faire du MSI. Vous avez souvent des applicatifs qui ont besoin de s'exécuter, qui sont très particuliers, qui ont besoin de contexte d'exécution, de privilèges et autres. Et là, je pense, enfin moi, pour avoir déjà joué un petit peu avec du Playwright, j'ai le sentiment que là, on va pouvoir faire quelque chose de super sympa avec tous les outils de build. Ouais, tout à fait. C'est le sentiment que j'ai aussi, hein, que ça va permettre Puis de surtout, faciliter tout ça. sans conteneurisation, quoi. Ouais. Donc OK. sans outillage supplémentaire, c'est plutôt sympa, quoi. Bon. Voilà. C'est la promesse de Microsoft avec cette petite feature qui va arriver avec .NET 10. Ouais, donc il va falloir attendre novembre pour pouvoir, C'est ça. l'utiliser. C'est ça, tout à fait. Techniquement, je pense que si tu regardes le cycle des années précédentes, je pense que la release candidate 1, c'est le mois prochain, ou ce Ouais. mois-ci. En fait, c'est ce Ouais, mois-ci, on est ce déjà en mois-ci, je septembre, pense. là. Hein. Ouais, c'est juste que je suis un peu décalé. Moi, je prends des vacances, là. Je n'ai pas eu qu'on passe en septembre, mais ouais, c'est cette semaine ou la semaine prochaine qu'on a pris un release candidate. Donc, release candidate, c'est supporté en production. Donc, ceux qui veulent commencer à l'utiliser tout de suite peuvent. Ouais. OK, bon, bah, merci Clément. Bah, puisqu'on est dans les tests, Jérémy, toi, tu voulais nous parler d'un retour d'expérience sur la Microsoft Test Platform, justement. Oui, bah en fait, ça se met pile poil dans la lignée de ce que montrait Clément. Vous êtes mis d'accord, non? Non, pas du tout, pas du tout. Heu,
Moi, je suis un grand fan des versions impaires de .NET, parce que c'est des versions qui vivent, qui vivent beaucoup. Euh, donc là, bah, on va parler d'un sujet où, entre autres, Gérald, il va se sentir aussi un peu concerné, parce que moi, je suis désolé, mais j'utilise plus tes librairies, hein, c'est fini. Euh, Dommage. Mais non, donc, qu'il est méchant. non, c'est pas pour être méchant, c'est qu'en fait, donc, bah, Gérald, il le sait, il avait comblé des lacunes avec des librairies sur les parties Maison tout. On se retrouvait effectivement avant la MTP, enfin, je vais dire avant la situation de la MTP aujourd'hui, hein, on va être plus honnête. Avant la situation de la MTP aujourd'hui en septembre 2025, on se retrouvait dans une situation où tous nos frameworks de test nous faisaient beaucoup de promesses, mais il fallait vraiment les maîtriser pour arriver au bout. Typiquement, moi j'utilise XUnit. XUnit était censé pouvoir des tests en parallèle, on n'avait pas. Donc il fallait effectivement télécharger la petite librairie comme ce qu'avait proposé Gérald. Il fallait proposer un certain nombre d'autres options qu'on n'avait pas. Et puis on était marié avec un vieil héritage qui est l'héritage de VS Test. Donc VS Test, c'est pas tout jeune, ça marche encore très bien, c'est des bonnes perfs. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, Microsoft a envie de se tourner vers l'extérieur, a envie de prouver qu'ils savent se tourner vers l'extérieur, et veulent proposer d'autres solutions. Donc, ils ont proposé Microsoft Test Platform, qui se veut comme étant une alternative à VS Test. Je pense honnêtement, vu l'état où on en est aujourd'hui, c'est certainement le futur de VS Test, qui va nous permettre d'exécuter nos tests d'une manière beaucoup plus simple, légère, beaucoup plus intégrée. Les amoureux de la .NET CLI vont être contents, puisqu'ils pourront utiliser le .NET Run en plus du .NET Test, puisqu'en fait, la plupart des projets tests pourront devenir exécutables. C'est, comment dire, c'est la promesse d'avoir une solution pour lancer les tests qui soit entièrement open source, qui puisse fonctionner vraiment partout sans se poser de questions, et sans avoir de dépendance à VS Test. Donc sans avoir de dépendance à des librairies qui jusqu'ici étaient un petit peu du produit Microsoft. Donc là, ils sortent la chose, et ils la sortent d'une manière que moi j'aime beaucoup. En fait, ils la sortent sans les fonctionnalités. Je m'explique. Non, mais ça paraît con, ce que je veux dire. Ouais, c'est complètement vrai. On est développeur .NET, on a fait pendant des années .NET, on a toujours eu un .NET qui faisait tout le temps, qui nous sortait des tests unitaires à des formats qui étaient les formats propriétaires. Tout le monde considérait que c'était propriétaire parce que c'était le format de fichier de test de Microsoft, des rapports qui étaient au format propriétaire de Microsoft, et puis VS Test, au fil du temps, a comblé le gap. Je trouve ça très rigolo parce qu'ils ont comblé le gap pour qu'on ait beaucoup de formats très ouverts. Et finalement, aujourd'hui, les gens qui passent à MTP, ils veulent tous reproduire les formats de VS Test. C'est un truc qui est génial. Donc, quand vous allez vouloir demain démarrer des tests avec .NET 10 ou dès aujourd'hui .NET 9, .NET 8, vous pouvez utiliser Microsoft Test Platform. Alors, pourquoi je dis ça? Les gens qui sont sur .NET Framework peuvent le faire. Il y a une seule vraie condition, c'est que tous les projets doivent être au format SDK. Si vos projets sont d'anciens formats, c'est mort, c'est fini. Et quand je dis projet, c'est pas uniquement les projets de test. Microsoft dit qu'il n'y a que les projets de test. Je me suis amusé à faire des tests. Moi, j'ai des applications où tous les tests sont sur du SDK. Par contre, j'ai encore des projets à vieux format .NET Framework. Ça ne fonctionne pas. Il y a des problèmes lors de la restauration des nuggets. On a toujours cette difficulté avec .NET Restore d'aller récupérer les packages nuggets sur les anciens formats. Donc, la MTP ne fonctionne pas. C'est la première limitation aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer, cette limitation, à mon sens, elle ne sautera jamais. On la marre du début à la fin. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est un petit peu bancale pour beaucoup de développeurs, c'est qu'on a des développeurs qui ne mettent pas à jour Visual Studio ou qui utilisent des versions de Visual Studio avant 2022, donc vous ne pouvez pas profiter de la MTP. Donc les personnes qui font un code qui va être partagé entre des vieilles versions de Visual Studio, des nouvelles ou des outils qui ne savent pas utiliser la MTP, vont se retrouver dans une situation où il faut continuer à référencer le SDK de test .NET et qu'il faut continuer à référencer des runners par rapport à vos différents frameworks. Parce que la promesse de MTP, c'est de plus avoir besoin du runner. C'est plus avoir besoin de dépendance à .NET Test SDK. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt light. Ça permet d'un test qui sont très rapides, qui s'exécutent déjà par défaut en parallèle. Ça permet d'utiliser de la CLI. Et honnêtement, le seul inconvénient que j'y trouve, c'est qu'aujourd'hui, la communication autour du produit, elle n'est pas complète. Microsoft n'en parle pas beaucoup.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont essuyé beaucoup, beaucoup de plâtre depuis le lancement. En fait, la MTP, on entend parler, moi, si j'avais recherché les premiers articles, j'avais entendu parler à peu près en septembre, septembre-novembre de l'an dernier. Donc c'est vraiment quelque chose qui date, mais Microsoft ne le pousse pas. Je crois que le dernier article qui en parle chez Microsoft, c'est peut-être le mois dernier pour dire que Visual Studio maintenant faisait de la MTP par défaut. Mais la com a été un petit peu, je sais pas, il y a un Je petit pense que décalage entre un le des gros produit et la com. problèmes, c'est que la peinture, elle est quand même très, très, très fraîche, là. Elle est très Il faut dire fraîche. les Ah choses oui, comme elles oui. sont, mais tu vois, par exemple, tu as des grosses différences entre .NET SDK 9 et 10 quand tu fais .NET Test. Par exemple, tu pas le même behavior dans les deux cas. Bref, je pense que ça va Mm. commencer à être un peu plus polish pour .NET 10, mais là, regarde, moi, j'ai testé il y a pas longtemps un projet avec T-Unit, là. Je voulais tester un peu le nouveau framework, voir à quoi ça ressemblait. C'est juste T-Unit, ça fonctionne nickel. Tu veux mettre une extension en plus, par exemple, pour générer un crash dump quand tu as un test qui bloque. Tu n'arrives même plus à lancer les tests parce qu'il y a un problème de conflit sur une version. Je sais pas trop investigué, mais tu sens qu'il y a quand même des. Ouais, ça va Ah, stabiliser là, il y mais a c'est des encore il y un a petit des peu tôt là. parties qui sont instabilisées. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on sait pas encore de quel côté il faut les stabiliser. C'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est que, tu disais la partie Unit. Moi, je l'ai vu avec Unit, hein. Je l'ai aussi vu avec des choses que je m'attendais pas du tout à voir. J'ai converti un projet à l'MTP complètement. J'ai vu, mes perfs au niveau de mes tests, mais complètement exploser. J'ai divisé par 10, hein, les durées de test sur mes serveurs de build. Truc Ouais. super sympa. Et puis à un moment, je fais le truc que j'ai oublié de faire sur mon projet. Je migre mes SLN, je la passe en SLNX. Mm. Et alors là, le test runner dans Visual Studio qui part en cacahuète. Je vois le double de tests, j'exécute tous mes tests, je me suis dit: «Bon, je garde ma branche, j'abandonne». Je reviens, mi-août, mise à jour de paquet de nuggets, je relance, plus aucun problème. Et là, depuis 2 jours, je sais pas pourquoi, les nouveaux tests, quand je crée des nouveaux tests, ils apparaissent en double. Alors maintenant, c'est bien, c'est que quand il y a une erreur, je peux double-cliquer sur mon test, je vais voir mon code. Il y a 2 mois, je double-cliquais sur un test, il me disait qu'il y avait pas de code associé. Un petit peu embêtant. Non, aujourd'hui, bon, ça commence à être stable, c'est sympa. Par contre, effectivement, tous les outillages, je pense, sont pas encore au niveau. Toutes les librairies sont pas encore au niveau pour vraiment l'utiliser. On espère qu'avec .NET 10, ça sera top. Pour l'instant, je vais dire l'expérience, je vais refaire de la pub à Gérald, hein, 2 secondes. Vous prenez un de ces articles où il mettait son petit gif animé avec, effectivement tous ces textes qui s'exécutaient en parallèle. C'est ce que vous avez aujourd'hui avec la MTP, quand vous faites du Qunit par défaut. Avec Unit Xnit V3. n'arrive toujours pas hein, au niveau des tests. Enfin, Ouais. la parisation de Xnit ne change pas normalement. C'est pas. Alors, C'est elle un change changement, pas, c'est pas à ce mais niveau-là. non, mais c'est ça qui est drôle, c'est que maintenant, vu que VSTest, il est plus là et que tu as la MTP qui gère, quand tu le lances dans ton Visual Studio, ça marche beaucoup mieux qu'avant. C'est ça qui est Non, je rigolo. dis pas que ça marche pas mieux qu'avant, là, mais c'est au niveau de la parisation, quand il y a des changements au niveau de la parisation, absolument pas dans Xunit, là. Tu Ah, as pas toujours dans besoin du Xunit, non, package, non, dans le non, package pour avoir de la vraie oui, oui, parisation au niveau de chaque test. Hein. on le voit bien à ce niveau-là, c'est ça qui est drôle, mais c'est plus l'expérience dans Visual Studio qui change, et c'est ça qui est intéressant. Heu, Pourquoi je parle de la librairie Gérald? C'est parce que moi, ce qui m'embête aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de choses qu'on veut faire, on télécharge plein de librairies, il y a beaucoup de développeurs qui comprennent plus ce qu'ils doivent faire quand ils téléchargent des librairies. La MTP, je veux dire, c'est la promesse du reboot. C'est la promesse du: «Je choisis mes Mm. librairies, je ne dépends plus de beaucoup de choses», même si tous les développeurs vont finir par intégrer des extensions, parce qu'il y a des extensions MTP, je pense pour, code coverage, pour tout ce qui est après, les fichiers de report. On n'a pas le choix. On va être obligé de passer par ces choses-là pour avoir des beaux rapports de couverture de code, ainsi de suite. Mais c'est quand même beaucoup plus light, c'est quand même beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins de package nuggets, donc c'est, pour les builds, c'est sympa. On va dire aussi pour la nature parce que, c'est tendance d'être écolo, c'est sympa aussi. Donc c'est enfin, en tant que En fait, tu as développeur quand qui même utilise deux points depuis des dont tu n'as mois, pas c'est mieux. parlé. C'est pourquoi ils ont fait ça au point de départ. Parce que VSTS ne permet pas de tester tous les scénarios actuels, on va dire. .NET a évolué. Et le scénario qui était bloquant aujourd'hui, c'est Native IoT. Donc, quand tu compiles nativement ton Mm. exécutable, Ouais. VSTS n'est pas capable de faire ça, pantoute. J'ai pas Donc, pensé tu à peux ça, pas ouais, tester effectivement. avec ça. Donc, le vrai point de départ, c'est OK, on a un nouveau scénario de test. Comment on peut le faire pour l'avoir? Et donc, Native IoT, c'était le scénario initial. Et puis, ils ont buildé un truc qui marche, qui va marcher mieux, on va dire, et qui est définitivement le futur. Hein. VSTS va passer plutôt en legacy. Mhm. Mais ça, Heu, on va attendre encore un et petit peu là.
Au niveau cycle de développement, c'est lié à la sortie de .NET ou c'est en parallèle? Tu peux l'utiliser dans pareil. .NET SDK 9, tu vois, tu Ouais. peux l'utiliser avec Ouais, 10. Ça va être en parallèle. Ça évolue bien. d'accord. Tu as régulièrement des mises à jour, tu as régulièrement des évols. Sur GitHub, c'est très, très actif. Quand il y a quelque chose, qu'il y a une nouveauté, qu'il y a une bizarrerie, c'est très actif. Par contre, effectivement, quand on va sur GitHub, ça se renvoie beaucoup à la patate chaude, hein. Faut pas se leurrer, c'est tantôt on va dire: «Ah, c'est le framework», tantôt: «Non, c'est l'équipe Visual Studio», tantôt c'est l'équipe qui s'occupe du runner, tantôt c'est l'équipe qui s'occupe du, Mmh. c'est sympa, mais ouais, c'est bien à partir de maintenant. Moi, je me suis intéressé l'an dernier, j'ai souffert pendant 1 an. Mmh. Et d'ailleurs, tiens, puisque Clément, lui, il a utilisé Rider pour nous faire sa démo là tout à l'heure, c'est supporté par Rider ou Ça marche dans Rider, ça marche dans Rider? D'accord. Ouais, et bah, c'était justement ce que j'étais en train de regarder. Je me suis dit: «Tiens, ça faudrait marche. peut-être que je Oui, oui. regarde dans Rider» et du coup, apparemment, ouais, ça c'est supporté, depuis fin d'année dernière, apparemment. Mais je l'ai pas encore testé, donc effectivement, c'est quelque chose que faudrait que je teste aussi dans Rider pour voir un peu ce que ça donne et Bon, voir ce on va pouvoir faire, mais une Laurent fois va que ce être sera bien content. stable. Ouais, c'est ça. OK, bon, bah, merci Jérémy pour cette, Bah, de rien. présent et enfin, on a Gérald, lui, qui est réapparu à l'écran. Bonjour. Oui, c'est bon, Et la lui caméra fonctionne. Un petit coucou, c'est bon. et donc toi, tu voulais nous parler du MS Build SDK. Ouais, SDK. SDK, ouais. Donc, sur en gros, un des problèmes qu'on a souvent dans les compagnies moyennes à grosses, on va dire, les petites compagnies, bon, ça ce que je vais dire les intéresse peut-être beaucoup moins là, mais c'est qu'on a souvent des dizaines ou des centaines, des milliers de repositories qui sont à taille de la compagnie. Et un des problèmes qu'on a, c'est comment on essaye d'uniformiser ça. C'est-à-dire comment on applique la même naming convention, comment on met la même analyse statique dans tous les repos, comment on s'assure que bah, quand on glisse sur un CI, on ait les warnings as errors dans tous les projets. Et c'est un vrai problème parce que bah, souvent, tu as les équipes avec des connaissances différentes aussi. Donc certaines vont dire: «Ah, moi, je connais ce truc-là, donc je vais le faire». Et puis d'autres ne savent même pas que ça existe. Donc Mmh. bah, on se retrouve avec vraiment des grosses différences. Donc moi, ce que j'avais fait il y a quelques années maintenant, c'est que j'avais fait essayer de trouver comment on pouvait bah, standardiser tout ça. Et donc, bah, la solution que j'avais trouvée, c'était de faire un package Nugget. Donc, bah, il y en a un qui est open source, c'est le Maison2.NET Coding Standard. Puis même, nous, on l'avait appliqué quand je travaillais à Ubisoft, on l'a mis à Ubisoft. Maintenant, bah, là où je travaille, pareil, on a un équivalent. Mais donc, ça veut dire que ça nous fournit notre baseline bah, pour tous les fichiers, toute la partie editor config qui concerne la partie C#, on l'extrait du projet. Elle n'est plus dans notre code de chaque projet, elle est dans le package Nugget. Ce qui fait qu'on peut juste faire un update de package. Pareil pour les analyzers, on va utiliser par exemple Microsoft Ban APIs ou Mianto Analyzer. Bah, dès que tu installes le package, ces analyzers-là viennent avec la config, quelle règle activer, quelle règle un warning, quelle règle une erreur. Et d'autres propriétés MS Build, bah, comme je disais, les warnings as errors, des choses comme ça. Mmh. Donc tout ça, ça vient juste en installant un package, et donc on peut avoir des updates aussi, parce que bah, il y a une version incrémentée. Cependant, un des problèmes que je me rends compte là, c'est que bah, on a certaines limitations. Comme c'est un package Nugget qui se fait restaurer à un certain moment dans la compilation. Un des problèmes qu'on va avoir, par exemple, c'est de ne pas pouvoir ajouter des packages dynamiquement. C'est-à-dire, ah, je suis sur le CI, j'ai envie de rajouter tel truc. Je suis dans tel contexte, j'ai envie de rajouter peut-être un autre package, pour rajouter des choses. Et donc, c'est là que bah, la nouvelle solution que je suis en train d'essayer de prototyper, d'utiliser, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les MS Build SDKs, donc qui, eux, sont beaucoup plus tôt dans le process. Donc, en général, les gens l'utilisent déjà parce que si tu regardes dans ton projet, dans ton CS Proj, tout en haut, tu as genre Project SDK égale. Puis souvent, c'est Mmh. Microsoft Net SDK. Mmh. Mais en fait, tu peux faire les tiens. C'est pareil, c'est un package Nugget que tu distribues, juste qui se fait importer différemment d'un package classique. Et donc, ça permet de faire beaucoup de choses. On parlait par exemple des tests. Je vais juste partager mon écran, que ce soit faire plaisir sur le MTP, vu qu'on en parlait avant. Donc ça, c'est mon projet qui est open source pour ceux qui veulent regarder à quoi ça ressemble. C'est clairement pas définitif. Il y a comment dire, je suis en train d'itérer dessus et de prototyper de quoi. Donc clairement, il y a un truc qui fonctionne, mais pas Pas un la forme draft. finale. Mmh. C'est ça. Mais par exemple, ici,
Bah, selon les si on regarde en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des pareil là, je suis en train de prototyper, mais, en gros, je recopie tous les SDK de Microsoft que j'utilise. Sauf que bon, ils sont très basiques, en gros, ça hop, c'est pas le bon fichier. Hop, comment dire? C'est juste un wrapper, on va dire, autour du SDK classique. C'est-à-dire qu'ici, on voit que je suis en train de réimporter le SDK de Microsoft et juste je rajoute des trucs à moi en plus. Mhm. Et donc dans les trucs qu'on va pouvoir faire, qui sont intéressants, c'est, définir par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand on build pour les symboles. Voilà, moi, en général, dans toutes mes librairies sont embeddées. Mhm. Je les mets comme ça. Pareil pour SourceLink. Certains warnings, les compilations. Ouais, beaucoup de settings qu'on duplique à plein d'endroits différents. Ça, c'est là. On te parlait de, comment dire, mettre les analyzers, ils y sont. Ça, typiquement, c'est un des problèmes que j'avais dans mes analyzers, moi, c'est que, par exemple, dans mon projet Meson2 Analyzer, je peux pas utiliser ma cleaning standard parce qu'il y a une dépendance sur Meson2 Analyzer. Ça fait que ça fait une dépense circulaire, donc je pouvais pas l'utiliser. Maintenant, c'est des choses, je peux mettre une condition. Si le projet courant, c'est Meson2 Analyzer, juste mets pas l'analyzer et ça fonctionne. Ça, je me suis enlevé une contrainte avec ça. Et puis, on peut aussi voir pour les tests, par exemple, on peut dire si j'utilise juste, on peut commencer à mettre des propriétés dans notre CS Proj. Dire, moi, en fait, j'ai envie d'utiliser la Microsoft Testing Platform. Donc, je vais juste définir une propriété dans mon projet je l'active. Et ça va venir avec toute une liste de packages, justement les extensions dont on parlait tantôt, avec CrashDAM, Code Coverage, etc., qui vont être ajoutés. Mais surtout, ce qu'on est capable de faire aussi, c'est de rajouter des command lines implicites. C'est-à-dire, quand quelqu'un écrit juste .NET Test, 0 argument supplémentaire, ça va tout de suite venir avec le coverage, le reporting, tous les bons settings déjà préconfigurés. C'est ça qu'on utilise Testing Platform. On peut faire la même chose pour VS Test, d'ailleurs. C'est exactement pareil. Et un des exemples que je trouve vraiment pertinent pour VS Test, que j'avais, va falloir se faire la même chose pour MTP, encore une fois, ça en draft, ça va être de dire, si je suis sur GitHub Action, par exemple, je peux rajouter un logger pour VS Test qui va formater les erreurs d'une meilleure façon dans le log de GitHub et rajouter justement des choses qui vont, on peut le voir ici, et rajouter, je crois que j'ai ouvert en anglais, un petit summary, par exemple, parce que dans GitHub, on a les steps summary. Donc là, j'ai mon rapport de mes tests qui est rajouté implicitement dans tous mes projets. J'ai plus besoin de rajouter un package, de rajouter de la command line. Juste, j'écris .NET Test dans un projet, ça fonctionne. D'accord. Et donc là, le principe, c'est de rajouter, alors c'est dans ta solution, une Ouais. référence à ce. Ouais, je peux te montrer un exemple à quoi ça ressemble. Moi, je veux bien, oui. Si tu prends un exemple, un projet au hasard, hop. Ici, tu peux voir que mon projet, en haut, c'est plus un Microsoft.net.sdk, c'est Ouais. Mesion2.net.sdk. C'est la seule différence. Ouais, mais il va te chercher où? Comment il sait que Il y a- Mesion2.net SDK C'est ça, c'est vrai que tu as existe? plusieurs façons de faire, que je vais mettre dans le main même. Ici, tu as 3 façons de référencer. Soit tu peux y aller, mettre une version directement, donc Mesion2.net.sdk / tu spécifies une version. Mhm. Soit tu peux ne pas mettre de version, mais mettre dans ton global.json ta liste de SDK et les versions. Ce qui fait que là, quand tu ne mets pas de version explicitement, il va aller dans ce fichier à dire OK, c'est cette version-là. Donc ça, ce sont des packages de NuGet qui existent sur nuget.org, ou ton serveur de NuGet que tu utilises. D'accord, ouais, donc Il y a tu les pousses sur Ouais, tu les Nugget et publies, hein. lui va les chercher là-bas, quoi. Ouais, exactement. Puis tu as une Ou alors, troisième façon. enfin, ou sur un serveur Nugget quelconque, quoi. Ouais, ce que tu configures dans ton nuget.config. Ouais, C'est ça. d'accord. Donc c'est facile à distribuer, tu as une version surtout. Donc tu vois, si tu mets à jour, tu dès que la version de ton projet avec Renovate Dependabot ou ce que tu veux. Et si tu prends la nouvelle baseline, tu la prends automatiquement. Donc c'est par exemple, on me disait, maintenant on n'est plus sur GitHub mais GitLab, on peut modifier notre .NET Test pour ajouter le bon package qui correspond. Et maintenant tout le monde, juste avec un update de version, tout le monde profite de la nouvelle fonctionnalité. D'accord. Jérémy, tu voulais poser une question? Ouais, c'est rigolo parce que moi, ça me rappelle un projet que j'avais essayé de faire il y a quelques années
Et en fait, la solution qui a été choisie justement parce que c'était pour partager de plus en plus de targets sur un MS-Build et de plus en plus de tâches, finalement, c'était de faire un module Git et de le référencer les autres pour que tout le monde descende ces fichiers à chaque fois, parce qu'effectivement, les targets, ça parle pas à tout le monde. C'était pas évident. Et je sais qu'historiquement, avant même de partir sur ce projet, alors feu TFS, hein, avant qu'on parle d'Azure DevOps, il y avait des projets qui étaient de faire des policies dans TFS, parce que ça existait Ouais. pour bloquer sur VC avant Git même. Et justement, l'idée, c'était de dire, bah, si tu n'as pas telle ou telle chose dans ton projet, s'il n'y a pas tel ou tel élément, je suis obligé à le descendre. Et on s'en servait aussi pour descendre des tâches sur les postes. Un peu comme Microsoft le fait aujourd'hui, et puis comme tu le fais effectivement dans ton projet aujourd'hui, quoi. C'est ça. Et surtout que là, c'est sacrément fourni ce que tu as fait. Hein. Ouais, bah en fait, j'avais l'ancien projet, donc ça, c'est vraiment, j'ai repris mon ancien package que j'avais, juste remis à jour. Mais par exemple, tu vois, je sais que dans tous mes projets maintenant, bah, si je veux utiliser DataTime Now à la place de UTC Now, par exemple, bah, j'ai un warning, tu vois. Ça, c'est implicite, il n'y a pas besoin de faire de ça, donc rien de spécifique. Donc je sais que tous mes analyseurs sont toujours là, ma naming function est toujours bonne. Puis c'est vraiment juste changer Microsoft par Mediantou et c'est tout. Et je pense que tu en profites aussi pour balancer ça quand tu fais tes releases, quoi. Les analyseurs sont lancés. Ah, bien sûr, ouais. Dès que tu fais .NET Ouais. Build, tout est bon. Non, parce que j'en ai vu plein qui bricolaient justement que les analyseurs soient pas lancés. Et ça me fait sourire parce que tout à l'heure, je Mais suis en fait, retrouvé moi, je sur le une de fais mes par exemple dans bulles. le cas d'un. Si tu regardes ici dans ma target, je crois, test, pardon. Ouais. Si tu fais .NET Test, là, je lance pas les analyzers, par exemple, pour une petite optime. Parce que ça, beaucoup de gens le font justement tu fais ton build, ton publish, là, ils vont tourner. Mais comme dans ton CI, tu fais souvent un test en parallèle, bah, pas besoin de le relancer une deuxième fois. C'est sur la taille des projets, ça peut sauver des minutes de build. Donc, c'est non négligeable. Donc, c'est des choses qu'on peut mettre comme ça et fournir à tout le monde dans ta compagnie. Pour ça, je disais, c'est pas intéressant si tu as un projet, là, mais quand tu as des centaines, des milliers de projets, ça devient vraiment pertinent de faire ça. Oui, parce qu'il y a chacun qui fait son truc dans son coin. Là, moi, je connais une société, il y en a qui sont sur GitHub, il y en a qui sont sur DevOps, il y en a qui font du .NET 9, il y en a qui font du .NET Framework, etc., etc., quoi. Donc, et donc, je rentre même pas dans le code, où là, c'est vraiment chacun qui fait comme il veut, quoi. Ouais. Mais la chose qui est intéressante dans ce qu'a fait Gérald, enfin moi pour le pratiquer justement sur les environnements mixtes, le côté sympa, c'est que de toute façon, à la base, on est déjà que sur du standard. Avec MS Build, quoi qu'il arrive, il sait manger ces fichiers-là, quelles que soient les versions, qu'on le lance avec .NET ou MS Build à la main. Parce que moi, je sais par exemple, j'ai des scripts qui font encore du VSWare parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ce qui est super intéressant, c'est que ça marche à tous les coups. Ouais. Mais d'ailleurs, de manière générale, c'est quand tu fais .NET Build, .NET Test, .NET Publish, .NET quasiment n'importe quoi, non, en tout cas le CLI, en fait, c'est juste un wrapper et derrière, ça va appeler MS Build avec la bonne target ou les bonnes properties additionnelles. Ça finit toujours par arriver sur MS Build à un moment ou un autre. Ok. Ouais, c'est plus comment on trouve les bonnes targets, les bonnes choses. Là, c'est un peu plus fun là, de s'amuser avec MS Build. Mais Oui. c'est très très puissant. Ouais, c'est très Par puissant. exemple, rajouter des arguments en plus, c'est des choses qui sont faciles à faire quand on trouve la bonne chose. Ouais, non, mais tu l'as même sur des choses très simples. Moi, je vois les gens souvent, ils s'arrachent la tête à scripter dans les builds, juste la copie de fichiers. Ils oublient qu'on a des fonctionnalités dans MS Build qui, en plus, permettent de savoir s'il faut vraiment copier un fichier. Le fameux truc où les développeurs ils mettaient dans des sur le copy always, qui est une véritable infamie. Et après, ils disent, mais je comprends pas, ma build, elle est lente. On va dire, mais purée, il y a ce qu'il faut dans MS Build, profite, quoi. Avec les inputs, outputs, Tout est là. qu'on voit ici. Là, tu vois, ça, c'est pour restaurer le package NPM. Donc, dès qu'il y a si dans un projet, j'ai un package.json qui est là, implicitement, il va automatiquement faire un npm restore, npm CI ou npm install s'il y a besoin. J'ai même pas besoin de rajouter de quoi. Et en plus, comme tu le dis, ça check si ton log file a changé ou pas. Est-ce que tu as vraiment besoin de le refaire ou pas? C'est très rapide et MS Build, c'est très très puissant. Plutôt simple, il y a très peu de concepts dedans. C'est juste que après, faut mettre les mains dedans et puis s'amuser, quoi. Ouais, ça peut vite devenir le cauchemar quand même. Ouais, les syntaxes, des fois, bon, je suis pas trop sûr comment l'écrire, et puis il n'y a pas un debugger, tu mets un breakpoint et tu dis, ok, là j'ai cette valeur-là. Il y a des outils, hein, c'est pas non plus blind, Ouais, mais c'est pas un IDE, quoi.
Ce Hmm. qui est choquant pour les gens qui se lancent au début, c'est faire la différence entre, je récupère des tableaux, je récupère qu'une valeur. Les premières fois, c'est assez choquant pour les manipulations. Et je récupère des objets ou j'ai pas des objets, j'ai des chaînes de caractères, j'ai pas des chaînes de caractères. C'est vrai qu'il y a des fois, c'est un petit peu le bordel. Et puis il y a d'autres fois, c'est même le contraire. Moi, je le vis actuellement, par exemple, je suis embêté, on a des MS builds qui ont été bien faits, qui sont utilisés sur le serveur de build, sauf que, on a eu la bonne idée dans PowerShell de déclarer un objet version. Version avec des projets SDK, ça devient la propriété version. Et Ouais. là, toutes tes délais, elles prennent le Ouais. bon numéro, sauf sur les PC de développeurs qui ont des 1.000 partout. Bizarre, quoi. Ok, bon, bah, écoutez, merci. Gérald, merci. La prochaine fois, Ouais, très intéressant. on va t'offrir on va t'offrir des coussins là, pour que tu montes un petit peu plus haut dans ta chaise. Je peux baisser le bureau, en fait. Oui. Ouais. Ah, Ah. coucou. Alors, Bien, merci pour cette première partie et puis, on va retrouver, d'autres personnes dans, la deuxième partie qui va suivre. Et sinon pour vous, je vous dis à la prochaine. Ciao. devdevdev.net. Richard Clark. Bien, et pour cette deuxième partie, Laurent, toi, tu voulais nous parler d'un nouvel outil qui est sur GitHub, si je ne m'abuse, qui s'appelle SpecKit. Alors, Spec, S-P-E-C, plus loin, Kit, K-I-T. Exactement. Kezako. Comme tu as dit, ça vient de GitHub. Donc, Spec, Git, GitHub, beaucoup d'AI en ce moment. Donc, en fait, c'est un outil, c'est une nouvelle approche de développement qui est pilotée par les spécifications. Donc, Spec pour spécification. Et donc, c'est piloté par les spécifications avec de l'AI, bien sûr, Ah ouais, par GitHub. Donc, en fait, je n'ai pas encore pu l'utiliser. Je l'ai juste installé vite fait aujourd'hui. Mais en fait, l'idée, c'est de dire qu'on a un outil open source qui est conçu pour améliorer la collaboration entre les développeurs et les agents de codage et AI, comme Copilot, Claude Code ou Gemini CLI. Et en adoptant une méthode de développement pilotée par les spécifications, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des prompts, fais-moi ci, fais-moi ça, eh ben, on va avoir une approche qui est un peu différente et qui, apparemment, d'après ce que dit GitHub de leurs essais, améliore la qualité de ce qui est produit. Donc, on sait que les agents IA, ils sont très bons pour reconnaître des motifs. Ils ont besoin d'instructions claires. Je pense que tous ceux qui ont voulu faire des petites applications, quand on décrit un truc, fais-moi ci ou fais-moi ça, si on n'est pas assez précis, c'est pas... Il y a des trucs qui marchent et il y a d'autres trucs qui ne marchent pas du tout, quoi. Donc, il faut rester quand même assez clair dans ces instructions. Donc, les simples prompts un peu vagues, ça ne marche pas, ça ne suffit pas, quoi. Donc, le développement piloté par les spécifications permet de transformer l'intention en code fiable et structuré. Donc, en fait, il y a 4 phases avec cet outil. Donc, c'est un outil qu'on va installer sur sa machine et après qui va créer du contenu dans un répertoire de son futur projet. Et après, on va l'utiliser dans Visual Studio Code. Mais ça marche aussi avec Claude Code et Gemini CLI pour l'instant. Pardon. Et donc, il y a 4 phases pour le processus de SpecKit. La première, c'est Specify. Donc, spécifier, ça veut dire définir ce qu'on va construire et pourquoi, en se concentrant sur l'expérience utilisateur. Donc là, on va dire du software engineering, mais dans la spécification, quoi, de comprendre l'utilisateur, d'exprimer les besoins d'un utilisateur. Donc ça, c'est pour la première phrase. Pas phrase, phase. Phase. Ouais. La deuxième phase, c'est le planning, donc plan. Là, on va détailler plus ce qui est aspect technique, la stack, l'architecture, les contraintes, etc. Puis après, on a une phase task qui va permettre de décomposer le projet en tâches concrètes et testables. Donc ça, c'est typiquement, on voit si vous avez, par exemple, utilisé Juni, qui est un des
un équivalent de Copilot Agent de JetBrains. Lui, en fait, quand on lui demande quelque chose, il va créer un plan. Il ne va pas aller directement sur la tâche. Il va d'abord réfléchir à un plan, définir des étapes dans ce plan. Ben là, c'est à peu près la même idée. Donc, en fonction de ce qu'on a spécifié du plan, après, la troisième phase, c'est de créer un ensemble de tâches. Donc, c'est l'étape, la phase task, qui permet de décomposer le projet en tâches concrètes et testables. Et finalement, la dernière étape, Ok. c'est implement, donc l'implémentation. Et là, c'est l'agent IA qui va générer le code que le développeur valide étape par étape. Donc ça, c'est toujours leur mantra, on va dire, qu'on ne doit pas accepter les choses, on doit les vérifier, quoi. Et donc, en fait, c'est une approche un peu plus, on va dire, structurée et qui va un peu plus dans le détail. À la fin, ça te génère du code, de toute façon. À la fin, ça se Qui vit dans génère le du repo. code. Ouais, exactement. Mais les specs, j'imagine, enfin, j'imagine, ou j'ai pas encore, comme j'ai dit, j'ai pas Testé. encore essayé, mais j'imagine que les specs, tu les gardes aussi dans le repo, tu vois. Et d'accord. Et le but, c'est de continuer à coder via les specs ou c'est de passer repasser sur le code? alors quoi ça, la- j'imagine que tu peux faire les deux, parce que après, je pense que tu peux changer une spec et puis dire régénère-moi une partie, ou tu peux remodifier une Ouais, partie. sans l'IA va faire le lien entre les deux, j'imagine. Exactement, ouais. C'est ce que fait Juni, par exemple. Lui, ou Copilot Agent, il va regarder en fait ce qui existe dans ton repo, quel est l'existant au niveau code. Mais là, tu as le lien entre le code et la spec, quoi. Donc, ça peut être intéressant, quoi. Et c'est pour tout type d'app, mobile, web. Ouais, j'imagine, puisque ça Ouais. dépend des agents que tu vas utiliser, Ouais. des connaissances Ouais, qu'ils c'est ont, vrai. quoi. Et donc, les avantages qu'ils lisent dans l'article, c'est moins d'ambiguïté et de surprise. Comme on spécifie plus les choses, que c'est plus structuré, plus organisé, j'imagine qu'effectivement. Meilleure qualité de code, ça, bon, à Ouais, voir. ça reste à voir, oui. Ouais. Ouais. Bon, après, si on détaille la La stack. stack technique, ben, Ouais. ça va être. Peut-être que ça aide aussi. Ça, c'est aussi des choses que j'aimerais expérimenter. Quand on voit les copilot instructions et ce genre de choses, ça aide en fait les agents à connaître la stack sans avoir à chercher à chaque fois, etc. Donc j'imagine que ça Surtout aide si bien. tu peux lui donner, tu peux lui donner des exemples de code et dis voilà, tu respectes ce modèle hexagonal. C'est plus des générateurs bruts qui faisaient du scaffolding d'avant, donc peut-être Mhm. que si tu lui ind si comme tu dis, si tu es bien précis dans ton explication de stack, il peut peut-être t'écrire, la plupart de ton code. Tu dis: «Voilà, là, moi, je veux de l'hexala, je veux une telle back, je vais pouvoir changer». Ça peut être sympa et ouais, Mhm. ça vaut le coup de bootstrapper un truc avec ça peut être pas mal, hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis ça peut être comme on voyait hier, enfin hier, dans la première partie, plutôt, ça permet peut-être d'imposer une certaine forme d'architecture. C'est-à-dire que dans les specs que tu crées, j'imagine que tu peux importer des specs de la société, enfin où tu définis une certaine architecture Un et peu que comme des prompts. voilà, tu les imposes à l'intérieur de tous tes projets, quoi. GitHub, hein, alors c'est pas lié à Spec Kit, mais ce que j'ai vu, c'est que tu peux avoir un prompt, enfin une description pour ton entreprise, et en fait qui est repris dans tous les repos. Donc si tu as des choses que tu veux partager dans tous tes repos, eh ben, tu as ce markdown où tu peux spécifier ce genre de choses. Ouais. Là, j'ai pas vu de choses comme ça, mais comme il va utiliser Copilot Agent, Il doit hériter de j'imagine ça, qu'il peut ouais. réutiliser tout ça, quoi. Donc, c'est des petites briques qui se rajoutent en top des autres, quoi. Mais un des autres avantages qu'il liste, c'est l'intégration fluide des exigences, la sécurité, la conformité, le design. Donc ça, on peut spécifier plein de choses aussi à travers les specs, la partie technique. Et facilité d'évolution du projet en cours de route. Donc, bon, ça, c'est régénérer en fonction des specs, mais c'est aussi aller éditer ce code-là, etc., quoi. Et il liste 3 cas d'utilisation qui sont idéaux pour eux. Enfin, et c'est la création d'un nouveau projet, donc Greenfield. Bon, ça, c'est pas très surprenant, on va dire. L'ajout des fonctionnalités à des systèmes existants.
et la modernisation de systèmes legacy. Alors, moi, j'imagine que tous ces cas-là sont couverts par tous les agents de code, donc je vois pas ce que ça a de Après, spécial, on va dire. ça dépend si ton code il est compréhensible suffisamment pour qu'on puisse injecter Mhm. des trucs dedans, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc peut-être suite à un prochain épisode, quand j'aurai le temps de jouer un peu plus avec. Ça a l'air intéressant, mais comme beaucoup de choses, Ouais. en ce moment, ça bouge à une vitesse, Mm. c'est un peu difficile à suivre. Je sais pas, est-ce que vous utilisez ce genre d'outils pour spécifier des requirements, des besoins et demander à de l'AI de générer du code? Ou c'est plus du prompting direct, poser une question ou utiliser un agent pour générer du code? Moi, je sais que je l'ai utilisé par exemple avec Copilot Agent pour mon blog. Comme j'ai intégré les commentaires GitHub avec Gizcus, c'est Copilot Agent qui a tout implémenté. J'ai juste spécifié dans un GitHub issue, je lui ai assigné le truc, je l'ai testé dans GitHub Codespace et j'ai approuvé le pull request et il l'a Mm. déployé. Non, moi, j'ai fait plutôt du prompting, écrire du code ou reformuler des choses, mais c'est plutôt des trucs techniques. Je ne vais pas aller dans le métier encore avec ce Ouais. genre d'outils. Mhm. Ouais, Ok. moi, c'est pareil. Ouais, je reste au niveau de la stack technique sur une problématique bien précise. Et bon, actuellement, je râle dans ce qui me génère, mais c'est pas c'est parce que je suis un râleur, c'est pour ça. Bon, ça le sait. Ok, bon, bah écoute, on va regarder ça. Et puis, bah, si tu as le temps d'aller un petit peu plus loin, peut-être même de faire une démo la prochaine fois, ça sera intéressant, quoi. Ouais, on verra. Si c'est un projet intéressant, bien sûr. Ouais. Moi, je me demande sur ce genre d'appli si, quand tu décris ton app, est-ce que tu dois juste décrire des fonctionnalités? Est-ce que tu dois décrire le modèle de données que tu vas manipuler dans les fonctionnalités? Parce que, en fait, je pense que ça peut être difficile pour une IA d'identifier le bon modèle par rapport juste à une liste de fonctionnalités qui sera forcément partielle parce qu'on n'aura pas pensé à tout, quoi. Ouais, mais j'imagine que dans le breakdown des tâches, Ouais, j'imagine que là, tu peux lui donner encore plus d'informations justement pour ouais, c'est l'aider et possible. ce genre de choses, quoi. Ouais, après, il faut voir si tu passes pas plus de temps à écrire les spécifications qu'à coder, quoi. Après, tu peux peut-être le dire à l'oral, hein. Oui, Bah, dans Copilot, dans Ouais. VS Code, tu peux lui parler, hein. Ouais. Ok. Bon, et bien, on va passer à la dernière étape. Toi, Michel, tu voulais parler d'un truc, bien sûr, que je comprends rien. Arrête, c'est pas vrai. C'est App Configuration. Ouais, ça s'appelle Azure App Configuration, c'est un composant PaaS d'Azure. Alors, c'est pas une spécificité d'Azure, on retrouve ce type de composant dans d'autres outils cloud ou pas cloud. Ça répond finalement à, comment dire? À 2 problématiques. Une première problématique, c'est le partage de la configuration entre plusieurs systèmes. Je prends par exemple, on a besoin d'envoyer des emails dans une app. Une app, elle est configurée en plusieurs services. L'email change, bah, il faut aller dans chaque déploiement de l'app, changer l'email. L'idée d'app configuration, un des premiers use cases, c'est de centraliser cette configuration-là dans un seul nœud. Mhm. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des settings dans chaque app, on va aller pointer vers app configuration et quand le settings n'est pas présent dans l'app, l'application va aller chercher le settings dans la configuration. Et le gros avantage, c'est qu'on peut mettre des labels par environnement, par exemple, et donc centraliser une conf à un seul endroit et la diffuser sur tous les nœuds de ton application en un seul endroit. C'est-à-dire que quand l'application va redémarrer, comme n'importe quelle app, elle peut reprendre de la conf. On peut même s'abonner à des changements de configuration, ce qui fait qu'on peut changer en temps réel la configuration d'une app sans la redémarrer. Et surtout, on va pouvoir diffuser cette configuration-là à plein d'applications sans avoir besoin de le faire à la main. Ce qui fait que si on oublie un jour de mettre un nœud, un service, ben, ça n'existera plus ce problème-là, puisque App Configuration aura diffusé la conf directement sur toutes les applications. Donc ça demande à ce que ton application puisse mettre à jour en temps réel sa conf, mais ça te permet de diffuser ça. Donc ce pattern-là, tu le prends en compte dès le départ de la construction et tu peux diffuser de la conf automatiquement sans avoir besoin de déployer une app et à chaque fois, quand dans ton déploiement, indiquer la conf que tu veux mettre dans ton Terraform, par exemple, et donc éviter des oublis ou des changements de conf.
Donc, c'est quand même ton application qui doit aller chercher sur Ouais, ce exactement. système-là la configuration, quoi. Ouais, Donc, elle, l'application, elle a elle doit quand l'adresse même connaître où se trouve la et configuration, quoi. elle connaît juste l'adresse de la configuration. Mm. Il y a un composant dans Dapper qui fait ça, App Configuration, Mm. qui Bah, abstrait. J'imagine qu'un des composants, ça doit être ce Azure App c'est Configuration. possible, hein. Et Mais voilà, le composant, c'est du code, c'est plus de la config. Avant, quand on déployait, on avait du code plus la config. Là, finalement, la config, c'est quoi? C'est la configuration, mais ta config, elle va évoluer dans le temps et c'est la configuration qui la stocke. Ouais, c'est un service Et externe, quoi. exactement. Ouais. est-ce qu'ils fournissent aussi un moyen d'éditer ces configurations en live Bah, tu l'as avec dans une le portail interface Azure. Tu as le Ouais, portail ok. Azure où tu as des lignes de commande pour pouvoir pousser de la nouvelle conf si Mhm. tu veux. Donc, c'est assez bien foutu. Bon, c'est des écrans basiques de clé valeur, hein, mais Ouais. ça suffit. Donc, je dis par défaut, tu peux aller pouler de la conf ou tu peux t'abonner à des mises à jour. Mhm. Et en fait, quand la mise à jour arrive, tu as un événement dans ton code pour à toi de recharger ton service avec la nouvelle adresse. Donc, c'est un pattern à prendre en compte dans ton infrastructure applicative pour le prendre en compte, mais c'est une couche technique finalement. Donc, il faut le faire après, à mon avis, dès le début de ton projet, c'est-à-dire, tu fais en sorte que Mm. ton application, elle sait réagir à des changements de configuration. Une fois que tu l'as fait, après c'est transparent pour le reste de ton app, quoi. C'est plus dur si, ton app elle est en dur, tu as un singleton avec une chaîne en dur, et qu'il faut la changer. Donc voilà, ça demande à le prendre en compte dès le départ, mais si tu le prends en compte dès le départ, c'est transparent pour la suite et surtout, si tu as des changements de conf en live, bah, tes applications, tu as pas besoin de les redémarrer, donc tu as 0 downtime Mhm. et c'est le Ah bah, but de ça, ouais. les deux côtés de l'API, là, que Mmh, le pôle, mmh. je récupère une information où Ouais. je suis informé d'un changement. C'est Mmh. exactement comme ça que marche le composant Ouais, Dapper aussi. c'est pareil. Et alors ça, c'est la première fonctionnalité qui est déjà très pratique. Deuxième fonctionnalité, J'ai juste ouais, une petite question. Et pour tout ce qui est secret, alors en fait, à configuration, tu peux lui faire pointer, et il va pas contenir le secret. Il va ouais. dire que le secret est dans un key vault. On appelle ça des key vault binding. En fait, c'est une Mhm. adresse. Et en fait, tes composants, par exemple les SDK.NET, ils savent que si c'est ça, il faut aller chercher dans un key vault. D'accord. Donc tu lui dis: «Le secret, ma chaîne de connexion, c'est arobase @keyvault» et puis tu mets l'adresse du secret dans le key vault et après Mhm. c'est l'app qui ira chercher lui-même le secret dedans. En D'accord. passant par la configuration en Ouais, à intermédiaire? configuration, on fait le relais pour lui Ok. filer Ah, pas mal ça. Ouais. et donc le secret, il est quand même bien juste lu sur ton nœud. Il est pas lu par app configuration. Mhm. D'accord. Donc on a déjà ce mécanisme-là quand tu mets tes settings pour pas mettre le secret, tu vas mettre le binding côté key vault et le gros avantage, c'est que si tu changes le secret dans le key vault et que dans les 24 heures, Azure redémarre ton nœud, ton Mm. application. Pour prendre ta nouvelle version, donc il ne faut pas changer au dernier moment ton secret. Mhm. Mais dans les 24 heures, si tu rajoutes une nouvelle version de ton secret, à cause du binding, Azure va le redémarrer. Ce qui fait que tu peux faire de la rotation de secret de façon transparente sans avoir à gérer toi-même tes nœuds. Mais la configuration va juste faire le relais, il va lui passer le binding et puis, ton application va se D'accord. connecter. Ouais, lui, il est pas du tout au courant, quoi. Il sait juste que c'est là, quoi. Exactement, Ouais. exactement. Je lui Ok. dis: «Le secret est toujours à tel endroit, vas-y» et après, il se débrouille comme s'il était en settings. Mhm. Il faut vraiment imaginer ça comme un settings déporté dans une autre app, hein. Ouais. Mhm. Ok. Et tu voulais parler aussi de feature flipping. Ouais, c'est ça. Donc ça, il y a la première partie de la configuration, c'est la partie, configuration. La deuxième partie, c'est ce qui permet d'avoir des fonctionnalités, activables ou désactivables à distance. Alors, il y a plusieurs scénarios qui sont vraiment intéressants avec ce genre d'outil. Alors, il faut pas avoir un feature flipping ou un truc compliqué, hein. C'est un flag qu'on interroge à distance qui dit: «Est-ce que la fonctionnalité est activée ou pas?» et on va interroger App Configuration pour répondre. Mhm. Donc, les principaux, scénarios qui sont importants, c'est, on va essayer de décorréler l'activation d'une fonctionnalité de la mise en prod. Par exemple, je rajoute un écran dans mon app, Mhm. bah, quand je mets en prod mon app et que l'écran est dedans, si l'écran ne marche pas, bah, je suis obligé de rollbacker l'application sur la version précédente ou alors, livrer une nouvelle fonctionnalité et désactiver l'écran par du code et redéployer une nouvelle version. Mais on est obligé de refaire un déploiement. L'idée, c'est de dire: «Je vais plutôt déployer mon application, je vais dire que le flag de nouvel écran, il est pas activé». Donc les utilisateurs, quand ils verront quand l'application va se déployer, ils verront aucun changement et après,
je vais pouvoir, via app configuration, spécifier, est-ce que certaines personnes vont recevoir activer l'écran? Est-ce qu'un certain nombre de personnes, un pourcentage des utilisateurs vont l'avoir? Et comme ça, ouvrir petit à petit l'écran à de nouvelles personnes. Ou finalement, si ça ne marche pas, le désactiver complètement avec, en disant comme un kill switch que l'écran ne marche pas. Mais je n'ai pas besoin de rollbacker mon application. Oui, et puis tu n'as Puisque qu'une j'ai juste application. coupé. Tu J'ai n'as juste qu'une coupé l'écran. application par rapport à l'A/B testing qu'on faisait avant, où là, on avait deux versions de l'application. Là, tu n'en as qu'une Exactement. seule. Et, Je peux dire que ce flag-là, il y a des gens qui vont voir l'écran A, d'autres l'écran B. Et je n'ai pas besoin de déployer. Et donc, ça veut dire aussi, si je peux désactiver une fonctionnalité au runtime, ça m'évite aussi de créer des branches qui vivent trop longtemps dans mon soft. Parce que des C'est fois, exactement ce que j'allais dire. parce que ça veut dire, on va créer une fonctionnalité, si je la merge, elle va être dedans, mon écran il va être dedans, je ne pourrai pas l'enlever, mais on ne va pas le déployer tout de suite, mais l'écran il va être dedans. Donc, avec le flag, en fait, on va directement dire, si le flag est off par défaut, je pourrai merger ma branche, mais c'est pas grave. Et donc, je peux faire peut-être du trunk-based développement parce que ma fonctionnalité, elle sera toujours désactivée et que dans certains environnements, je vais commencer à l'activer pour pouvoir la tester. Et quand c'est bon, j'irai en prod, je l'activerai en prod. Nous, Donc, en fait, on a vraiment un contrôle fin de la fonctionnalité qui est indépendante du binaire du code. Ouais, c'est ce qu'on utilisait en fait dans mon équipe depuis des années. Quand on se rend compte au début d'une implémentation d'une fonctionnalité qui est nouvelle ou qui change l'existant, qu'on va dépasser le temps d'implémentation d'une release, on ne veut pas avoir une grosse divergence de branches entre, si ça prend 2, 3, 4 releases, on va dire. Quand les branches elles divergent, c'est de plus en plus difficile à faire un merging. Ouais, donc on utilise cette histoire de feature flag qu'on active. On n'a pas de composant central parce que c'est une application WPF, mais c'est juste des configurations en command line qu'on va passer et qui activent ou désactivent des fonctionnalités. Mais l'avoir dans une application web, ça permet effectivement de faire plein de choses, de faire les B testing avec le même code sans déployer des applications, etc. C'est vrai que c'est intéressant. Ça, par contre, il n'y a pas avec le composant Dapper, c'est autre chose. Mais là, ce que tu dis, c'est dans App Configuration, pour moi j'appelle ça feature flag. Je crois que ça vient de Flickr. C'est Flickr qui a annoncé ça il y a des années. Et tu peux spécifier que ce truc-là, il va être actif pour ce groupe d'utilisateurs. Tu peux mettre des critères, tu peux mettre des critères numériques, tu peux mettre des groupes AD aussi, des groupes intra. Tu peux, je sais plus, attends, il y avait un autre. Tu peux mettre des critères spécifiques aussi à des paramètres de l'utilisateur. En fait, quand tu vas tester quand tu vas demander est-ce que le flag est bon, le flag, lui, il va falloir que tu lui passes des paramètres qui vont lui permettre, côté back, de faire son choix, de lui dire oui, non. Donc, ça peut être des identifiants utilisateurs, ça peut être un nombre aléatoire qui permet de faire en disant, voilà, chaque utilisateur, on va lui donner un nombre aléatoire. En dessous de 50, je dirais que ce nombre-là, c'est off. Au-dessus de 50, c'est on. Donc, quand on verra 57, côté back, dans la configuration, on va dire c'est bon, on active le flag. Si tu envoies 13, ça sera off. Donc, en fait, l'application envoie les métadonnées qu'il va utiliser dans le back pour faire son choix, et le back te répond oui, non, quoi. D'accord. C'est super, super flexible. Ouais, et donc, en fait, c'est un if ton feature flag, finalement. Ouais. Et après, est-ce que tu l'utiliserais pour faire de la multi-tenancy pour avoir une connection string pour différentes bases de données? Non, c'est pas le but pour moi. C'est pas le but du multi-tenancy. C'est vraiment le multi-tenancy. Je vais plutôt le gérer avec mes URL de mon app différents, ou alors par les ID de tenantes qui viennent par les tokens. C'est pas du. Par contre, tu peux lui dire, peut-être dans ce tenant-là, dans ce feature flag, tu peux passer l'ID du tenante dans le flag en disant je l'active que pour ce tenante-là parce que c'est un tenant de test. Mais ça ne va pas changer la configuration en fonction du tenant. Peut-être la partie première config, oui, pour les feature flags, ça sera un critère de choix plutôt qu'un paramètre. Ouais, ok, cool.
Bon, bah, c'est Mais super. voilà, ça. pour dire qu'on n'est pas obligé d'avoir la configuration pour faire du feature flag, un fichier to config ça suffit, mais le fait de l'avoir externalisé c'est quand même pratique parce que ça permet de centraliser ça. Pareil, si on a ton application est dans plusieurs systèmes, ben, on va avoir le même feature flag qui va être utilisé à tous les niveaux de l'app et qui donc on va pouvoir activer ou désactiver sur toute la chaîne, quoi. Mhm. Et surtout on peut faire une application en mode dégradé si on voit qu'une fonctionnalité ne marche plus, par exemple l'envoi de mail ou de génération PDF ne marche pas. Ben, on peut dire à l'utilisateur, on a désactivé temporairement l'application, donc créer une sorte de mode dégradé, parce qu'on a fait le key switch, on a activé le key switch, et lui dire on corrige le bug, on livre une nouvelle version, on le teste sur un tenant de test ou un nombre d'utilisateurs limité, et quand c'est bon, on remet un on pour tout le monde. Et donc voilà, ça laisse cette possibilité-là, ça évite ça permet de mettre un message d'erreur en disant on est en mode dégradé, la fonctionnalité n'est pas disponible, plutôt que d'avoir des messages d'erreur et des tickets au support. Donc voilà, ça donne une autre expérience utilisateur qui peut être intéressante. C'est pas seulement pour moi des nouvelles fonctionnalités, ça peut être aussi pour des fonctionnalités cœur qu'on sait qui peuvent être sensibles, donc qu'on veut pas que s'il y a des problèmes, dégrader l'expérience globale de l'application. Mhm. Ok, bon, bah, c'est super comme truc là. Ok, bon, bah, écoutez, bah, je vous remercie. Et puis, bah, je pense que c'est tout pour cet épisode. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode très rapidement. Merci, ciao. Salut. Oh my goodness, welcome to the 72nd episode of DevDevDev.net. Yay! I'm so excited you're here.